Angela Davis. Libérez Sacco et Vanzetti. Libérez Billy the Kid. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber et mes meilleurs copains sont... Jeff Domenech, bienvenue dans Kinopod. Alistair, ben quoi, y a pas mort d'homme. Bruce Toussaint, avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur mes meilleurs copains, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul, vu tous les gens qui t'aiment. Alistair, le grand timonier de la Schnock Nation. Mao Tse Schnock. Et Bruce, cinéphile avec un grand C, qu'on a tellement aimé la première fois qu'on l'a réinvité et qu'on aimerait avoir comme Alistair et Jeff dans toutes les émissions. Pour parler ensemble, ça tombe bien, d'un film sur l'amitié, Mes meilleurs copains, 1989, réalisé par Jean-Marie Poiret. Mais avant de commencer les festivités, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, Bruce, un homme dont les goûts cinématographiques n'ont d'égal que la beauté physique. Non, le mec en fait trop, tu sais. Oui, non, là ça fait beaucoup, là. On va pas y croire. Tu nous as une fois de plus aidé à choisir ce film, un film schnockien, une fois de plus également. C'est quoi grave pour toi? Bah quoi, y a pas mort d'homme. Pourquoi Mes meilleurs copains? C'est probablement le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Et je suis très heureux de faire ce show aujourd'hui parce que vraiment, ça fait des années que j'attends ça. De pouvoir parler pendant 1 heure entière de ce film. Moi, je pense qu'il y a des films qui changent votre vie. Celui-ci en fait partie. J'avais 15 ans quand le film est sorti. Je pense que je n'ai même pas été au courant de la sortie du film. Ouais. Mais peut-être 1 ou 2 ans plus tard, la VHS du film est arrivée. Et mon meilleur copain, qui est toujours mon meilleur copain, parce qu'on s'est connus à l'école, m'a dit, tu sais, tu devrais venir à la maison, on regardera sur le magnétoscope un film qu'on vient d'acheter, une VHS, Mes meilleurs copains. On a vu ce film, et c'est un film que j'ai aimé immédiatement, que j'ai vu, revu, la VHS, je ne sais pas si elle existe encore, on a dû la voir 100 fois, et je pèse mes mots. Il y a des souvenirs qui ruinent l'ambiance. Et puis ensuite, c'est ça qui est formidable, avec ce film qui était un échec, on va en parler je pense, un échec en salle, j'ai réalisé que des gens de ma génération, j'ai 50 ans, bientôt 51, pour beaucoup de gens, ce film a compté et est devenu culte, mais bien après. Et les gens connaissent les répliques, etc., etc. Et il y a plein de gens autour de moi, qui sont très importants pour moi, qui sont un peu mes meilleurs copains, voire mes meilleures copines, qui adorent ce film. Donc tout ça n'est pas un hasard. Ah, c'est magnifique. Jeff, lui, avait une VHS qu'il a regardé 100 fois, c'était Gorge profonde également. Et Alistair, je crois que c'est un film qui te tient à cœur également. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que tu nous as également aidé à choisir ce choix. Quand je t'ai dit que c'était le film qu'avait suggéré Bruce Toussaint, j'ai vu ton beau visage s'éclairer. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a eu un moment où Schnock a caressé le projet de faire un numéro spécial meilleur copain. Waouh. Entre autres, moi c'est un film, on a à peu près le même âge avec Bruce, et moi je l'avais vu au cinéma à l'époque, et j'avais l'impression que c'était un film un peu nouveau parce qu'il y avait du rock dedans dans un film français, et il y avait des morceaux originaux et tout ça, quoi. Ouais. Pour ceux qui se sont révoltés sur les pavés qui bougent, ou ceux qui se sont réveillés à l'heure du soleil rouge. Et je trouvais ça très cool. Et après, en effet, il est passé sur Canal, ça a commencé à passer en VHS et tout ça, c'est devenu culte par en dessous. Absolument. Donc on avait prévu de faire un numéro de Schnock, mais il fallait beaucoup de gens du casting en interview, et notamment donc Bruce était parti sur, si je peux me permettre, sur Lanvin, et nous on était parti sur Bakri. Et moi, sans ces deux-là, on pouvait pas faire sérieusement le truc, sachant que Clavier veut pas parler. Ouais. Et Bakri a décliné à la dernière minute, et Lanvin, ça a été un peu voilà, donc on a laissé tomber. Ouais. Et ça, c'était quand même il y a presque 10 ans, hein, donc on va s'y remettre. Ouais. Et malheureusement, Bakri est plus là, mais ni Corsan. Oui, mais Corsan, je pense qu'il était déjà plus là à l'époque. Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai comme Il y a tu sais. Daroussin, On y va? J'ai pris des cassettes pour la route. il y a Louis Portal, il y a Ouais. Poiré. Alors, Daroussin, je suis souvent à côté de lui au stade Vélodrome, hein. Je lui en toucherai 2 mots. voilà. Donc à terme, c'est évidemment un sujet schnockien. Et puis c'est comme on va en parler, on l'a tous revu, c'est quand même un film qui tient bien la route. Quoi, hein. Absolument, moi je l'ai encore plus aimé cette fois-ci que quand je l'avais vu la première fois. C'est un vrai film culte, mais qui malheureusement, comme il n'a pas rencontré son public, a laissé un peu un goût amer à tous les gens qui ont participé au film. J'ai un ami qui a travaillé dessus, donc ça a été un tournage difficile aussi pour tout le monde. Et je voudrais que Jeff, Cinébuddy en chef, nous raconte un peu où tout a commencé, et on parlera aussi du casting ensemble, parce que la maison de retraite de Philippe ne l'a pas laissé sortir malheureusement, mais il vous transmet son bonjour. Ça Vous voulez que je vous parle de la genèse, monsieur Weber? Volontiers. Très bien. Alors, le film naît d'une discussion entre Christian Clavier et Poiré, qui avaient collaboré sur Le Père Noël est une ordure, Twist Gun à Moscou et Papy fait la résistance. Tirez-vous, les foutus! Et Clavier lui a demandé, à l'époque où Poiré était chanteur dans un groupe d'acid rock, D'acid rock, c'est Voilà. ça? Psyché. qui s'appelait les Frenchies. Ouais. Il dit qu'est-ce qu'ils sont devenus, tes anciens potes et les membres du groupe, etc. Et Poiré donc lui raconte ses débuts, son passage aux États-Unis, qu'il a quitté le groupe pour faire du cinéma parce que c'était son envie profonde. Lui, fils d'un grand producteur français. Il y avait cette chanteuse qui s'appelait Chrissy Hynde, qui était totalement inconnue à l'époque et qui chantait avec eux, et qui plus tard est devenue très célèbre en étant la chanteuse du groupe Les Pretenders. Clavier, lui, il voit la possibilité d'un film, surtout en se raccordant à son passé à lui, de théâtre amateur, où il faisait des tournées en 2 chevaux, etc. Et il a dit que ça pourrait être bien d'avoir un film sur toutes ces personnes, où il y en a une qui a réussi, Ouais. et les autres qui ont pas réussi dans ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà comment est née la trame déjà du film. Et Poiré va voir le producteur, donc Christian Fechner, pour avoir Lanvin, parce que Fechner et Lanvin, ils avaient un contrat, ils avaient fait beaucoup de films ensemble, dont les spécialistes, Marche à l'ombre, les Frères Pétard, Moi vouloir toi. Et disant, si on a Fechner, on aura Lanvin. Et avec Clavier, il voulait faire un film en fait américain. Et donc il voulait Bette Midler. Ouais. Et il avait le contact avec Bette Midler, Poiré, parce qu'il avait écrit le premier scénario qui a été refusé de Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme des frères Zaz. C'est Poiré qui l'avait écrit, qui avait été refusé. Donc il avait le contact avec elle. Tu sais que mon père avait écrit un film qui s'appelait Appelez-moi Mathilde, et c'était exactement le même sujet. Mais qui Et est ton il- père? Et il l'avait dit, Francis Weber, et il l'avait dit aux frères Zaz, et ils avaient dit, ils étaient terrorisés qu'il lui fasse un procès tout d'un coup, parce que tu sais que les Américains sont très procéduriers, et il leur a dit, mais non, il n'a rien à foutre, c'est à vous, vous faites ce que vous voulez, mais c'était exactement le même sujet, tiré de l'enlèvement de Madame Dassault. En fait, Fechner ne veut pas du tout faire de film en anglais, pour 2 raisons. Parce qu'il ne parle pas anglais. Et une autre raison, en fait, qui est moins connue, c'est qu'il avait écrit un scénario, Fechner sous un pseudonyme, qu'il avait donné à des grands producteurs américains, qui étaient Richard Zanuck et David Brown, qui étaient les présidents de la Fox. Et un jour, Brown est passé dans les bureaux de Fechner, il a dit « Je ne sais pas qui est le connard qui a écrit ce scénario, mais c'est le plus à chier que j'ai jamais lu. » Et donc, il s'est vexé, et il n'a plus voulu jamais entendre parler des Américains, Fechner. Incroyable. Ça, c'est ce qui est dans les mémoires de Jean-Marie Poiré. Et Poiré parviendra quand même à imposer le passage en noir et blanc que ne voulait pas Fechner. Alors, je trouve que c'est des super passages en film, en Extraordinaire. noir et blanc et avec cette couleur un peu sépia passée. Ouais. Ok. Ce qui donne une certaine c'est vrai, élégance visuelle au film. Il a réussi à convaincre Lanvin, et Clavier, de son côté, a demandé à ses potes du Splendide de pouvoir faire le film. Alors, le seul personnage qui ait vraiment existé, c'est celui de Danny, qui sera joué par Daroussin. Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. T'es déjà jaune comme un coin. Qui est un mélange d'un assistant photo de Jean-Marie Poiré, un mec qu'on appelait Moustique, donc c'est ce gars-là qui parlait lent et tout mou, et d'un mec qui s'appelait Michel Lallemand, qui était un guitariste un peu fou, qu'on s'appelait Mich de Montreuil. Et donc c'était un mix des deux. Et il a eu du mal, Poiré, à trouver le personnage, et en proposant à Michel Blanc ne voulait pas faire d'imitation, Ouais. il ne voulait pas changer sa voix ni rien, donc c'est vidéo. Et il y avait un autre acteur, c'était Patrick Bouchité, qui faisait la voix des animaux à l'époque. Et donc ça s'est joué entre les deux. Et lorsqu'il fait une lecture avec Daroussin, donc Daroussin vient chez Jean-Marie Poiré, et il lui dit, donc ils font la lecture, il dit, il est pas mal. Et Daroussin revient 1 heure après parce qu'il avait oublié son agenda. Ouais. Il a dit, tiens, il est bien dans le personnage, ça va peut-être le faire. Il pense qu'il a fait exprès, d'ailleurs, Daroussin, de le faire, il faudrait lui demander peut-être un jour. C'est vrai. Et l'ermite, de son côté, va refuser le rôle de Guido, qui sera tenu par Bacri. Ouais. Voilà. Qui est fantastique. Et aussi. ensuite, derrière, Coursan a accepté. Pour la chanteuse, il voulait Diane Dufresne. Ils sont allés au Canada, mais physiquement, ça ne le faisait pas. Elle habitait dans un petit appartement au-dessus d'une station-service. Elle avait l'air d'une grand-mère, déjà, alors qu'il fallait quelqu'un d'assez rock. Ouais. Et leur objectif, en fait, était que le spectateur se questionne de savoir si une amitié peut résister à la réussite d'un des amis, justement.
et surtout évoquer le bouleversement social qu'il y a eu entre les années 60, fin des années 60, 70 et 80. On sent aussi l'influence du film de ce coup-là, Nous sommes tant aimés. Et le film sortira, il sera un échec, comme l'a dit Bruce tout à l'heure, avec 360 000 pauvres entrées. Je trouve que l'affiche du film y est pour beaucoup dans l'échec du film parce qu'elle est catastrophique. Ouais. On voit pas qu'est-ce qu'ils font sous la pluie, sous un parapluie. Il y a juste une scène en fait dans le film où on voit Clavier et Bacri sous un parapluie. Et le film sortira le 1er mars 1989, jour de naissance d'un certain Malik Bentala. Bravo. Et pardon Jeff, mais juste à propos de l'affiche, Ouais. il y avait un autre projet d'affiche. Ah. Et Jean-Marie Poiré estime qu'une des raisons de l'échec, c'est l'affiche. Ah oui, oui. Parce que l'affiche, elle est très marrante, très festive, on les voit effectivement sous ce parapluie. Et il y avait une autre affiche, c'était une photo en noir et blanc, avec toujours le groupe, mais beaucoup moins jovial, beaucoup moins comédie, Ah oui. qui, selon Jean-Marie Poiré, aurait peut-être donné une autre indication au public. Ouais. Parce que le problème de ce film, c'est que les gens sont allés voir ça en se disant on va aller voir Le Père Noël est une ordure bis ou terre, et ils sont tombés sur un film qui est autre chose, qui est une espèce de nostalgique avec beaucoup d'émotions, de sentiments, des moments de creux, des moments bavards et des moments complètement loufoques aussi. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu tromperie sur la marchandise quand on voit l'affiche. Ça ressemble pas à ça le film. Le film est beaucoup plus riche, beaucoup plus varié, beaucoup plus original aussi. Enfin, 300 000 entrées, c'est en 89, c'est rien du tout. Ah non, c'est rien. C'est 50 000 aujourd'hui. Avec un casting comme ça. Exactement. C'est un énorme. Moi, je pensais pas que j'ai regardé les chiffres, j'étais sidéré. Quoi. Ouais. Mais ça m'étonne pas qu'il ait voulu en faire un film américain au départ, parce qu'il y a un sens de la dérision et de l'autodérision qui est très anglo-saxon. Tu sais, on parlait à Alistair des films comme, je crois que c'était à l'occasion de peut-être des Tontons Flingueurs, qui était un ton qu'on ne trouvait pas habituellement dans le cinéma français. Mmh. C'est extraordinaire parce que quand ils sont dans ce groupe d'acid rock Gangrène Plastique, t'as vraiment l'impression de voir un grand sketch du Saturday Night Live ou des Monty Python. Très bien. Nous nous appelions désormais Gangrène Plastique et nous étions prêts à déboulonner Led Zepp, Zappa, Jethro Tull et tous les autres. N'ont jamais chanté dans Utopie au fond des cours. Et c'est d'une qualité musicale. Toi qui es un musicien, je vais t'en parler un petit peu. Je la trouve fantastique cette chanson. Non, mais avec la flûte et tout, c'est un truc qui pourrait être un tube. En tout cas à l'époque. À l'époque, ouais. Non, et puis surtout tous les flashbacks sont assez bien menés, tous les costumes, tout ça, c'est devenu une tarte à la crème maintenant, mais en 89, c'était pas évident. Absolument. C'est un des premiers films de nostalgie des boomers, qui était très à la mode vers la fin des années 80, qui venait des États-Unis, et surtout décroché Walk on the Wild Side, original, We Love You des Stones et le Joe Cooker à la fin. Incroyable. En termes de droits, ça coûtait moins cher à l'époque. Aujourd'hui, ça serait impossible. C'est 5 millions de dollars pour minimum. À Lou Reed, c'est no way. Et ils l'ont eu au dernier moment. Le Lou Reed, ils l'ont pas eu. Donc Poiré avait demandé à un musicien tu fais une chanson qui ressemble à la manière d'eux, C'était comme Lautner qui avait demandé à Philippe Sard, tu fais une chanson style Stan Getz. Pourquoi style Stan Getz ? On va appeler Stan Getz. Ou Cosma qui faisait un truc à la Madness dans la Boom, tu sais. Mais et au sujet de Nous nous sommes tant aimés, qui est une des références apparemment de Clavier et Poiré dans le film, il y a un mini clin d'œil, puisque dans le film, Christian Clavier, Jean-Michel Thuillier a écrit un roman. C'est toi qui as écrit ce manuscrit, la petite pochade là. Oh, c'est très rigolo, hein. Une petite pochade, comme dit à un moment donné Philippe Corsan avec beaucoup de mépris. Et il y a une scène où on voit Daroussin lire le livre, et c'est très très furtif, il faut vraiment faire une image arrêtée. Dis donc, c'est hyper bien vu ton bouquin. Et le nom du livre, c'est Nous avons tant aimé Barbara, qui est un titre affreux d'ailleurs. Et Barbara, c'est le nom de la cantatrice du livre de Clavier, qui est en réalité l'héroïne du film. Et il y a juste un truc pour finir sur l'influence américaine et la musique, c'est que c'est un film aussi qui fait énormément penser aux Copains d'abord de Laurence Kasdan. Absolument. Et dont l'utilisation de la musique, pareil, de soul à l'intérieur, a révolutionné le soundtracking américain. Et puis le film, les Copains d'abord, ça se passe dans une maison, dans un lieu clos, c'est une espèce de huis clos comme ça entre une dizaine de potes. Mais il y a beaucoup de points communs. C'est pas aussi drôle que. C'est pas aussi drôle, mais mes meilleurs copains, c'est pas très drôle en fait quand on y pense. Il y a 2-3 gags, mais en fait c'est pas drôle. Mais ils sont ridicules. Voilà, ils sont ridicules. Et j'ai quand même été frappé par la puissance comique de l'an 20, parce que toutes les scènes qu'il a avec cette bourgeoise qui est déchirée, c'est quand même de la grande comédie avec un Elisabeth Margoni. Margoni. Georges, tombe dans le puits là.
vous êtes dans une chambre d'enfant, là. C'est la chambre de mon fils, là. Il peut rien se passer, c'est tranquille ici. Comment ? Elisabeth Marconi, La femme de Jean-Paul Belmondo. Belmondo dans Le Professionnel. Bravo. Qui est très 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 bonne dans le film. Elle Le est grand qui exceptionnelle. parle tout mou. Ouais. Et Lanvin m'a vraiment frappé par sa puissance comique, sans parler bien sûr de Corsan, qui accepte de jouer un personnage de Gigantesque. cocu magnifique et qui est parfaitement ridicule, du début à la fin. Ah, mais cette scène où Corsan il est au téléphone, mais oui, ma chérie, et le plan d'après, tu le vois sortir avec le fusil, mais je peux le mettre en boucle, mais tu restes à chaque fois. Quoi, ça. Non, puis il a un côté, il est très agacé, il a cette scène géniale aussi où il arrive dans la maison. Tiens, voilà Antoine. Il va râler, j'en suis sûr. Vous savez combien m'a pris le taxi pour venir de la gare? 110 francs. C'est génial parce que ils sont tous quand même devenus très très à droite. Ah ouais. Ça c'est un des ressorts comiques du film aussi, c'est qu'ils sont tous devenus réacs alors qu'ils étaient des 68ards qui vivaient en communauté. Mais c'est vrai Il y a d'avoir que cette Daroussin autodérision. qui est resté un petit peu dans son monde. Oui. Mais je pense qu'il est un peu calqué sur Antoine Vitesse, le personnage, d'ailleurs il s'appelle Antoine, le personnage de Corsan. Et au début du film, quand il dit « Le Figaro nous insulte c'est génial !» Nanette, le Figaro nous insulte, c'est génial. Non mais les dialogues sont dingues. Souvent les comédies des années 80, 90 sont... Mais là, c'est pas une comédie pure. Donc vraiment, il y a un travail d'écriture sur chaque personnage. Ah ouais, non, c'est Tu vois, il y a un noir, travail comme énorme vous disiez, là-dedans, effectivement. Qui est dans mon cabinet? Quand il découvrit Richard et ma sœur sur son siège de dentiste, ce fut la fin du groupe. Je voudrais tirer un coup de chapeau à un très grand acteur, un très grand second rôle qui est Jacques François. Immense. Parce qu'effectivement, lui, il rappelle les acteurs, tu sais, dans l'entre-deux-guerres, comme des Carrettes ou des Larquets, c'est-à-dire des gens qui ont une couleur très particulière et qui sont également des moteurs de comédie. Dès que tu le vois, tu peux pas ne pas rire. Il n'y a pas de dialogue quand il rentre à l'improviste de l'appartement. Mon grand-père rentrait d'un congrès à Besançon là, sur les trucs des dentistes, où il voit une fille nue passer, mais tu vois juste sa tête comme ça. Il fait que puis quand mon père voit il a un rôle, ma sœur, il a un rôle de quelques dizaines de secondes. Ah oui, mais c'est très touchant. En plus, ça finit par sa mort. Ça annonce sa mort en voix off. Je ne devais malheureusement plus jamais le revoir vivant. L'été qui suivit, il fit un infarctus après une partie de squash avec des amis. C'est-à-dire que tu vis au crochet d'arracheur dedans. Du squash. Et c'est... Oh là là, mais c'est... Même ça, c'est drôle, parce que je ne devais malheureusement plus jamais le revoir. D'un seul coup... Et tu vois sa photo en noir et blanc. Il meurt d'un infarctus en jouant au squash avec des amis. T'as des problèmes cardiaques, tu vas pas jouer au squash. Tout est ridicule, c'est ça qui est formidable. Et là, ça fait plus penser au Dorset de Dabadi et Yves Robert, tout ce passage avec la voix off. Avec la voix off, absolument, j'y ai pensé aussi, bien sûr. Mais Jacques François, comme on disait, à chaque fois, il lui trouvait un petit rôle parce qu'il était venu voir les gars du Splendide à leur début. Il a dit, j'adore ce que vous faites, et au moment de faire le Père Noël, le cachet qu'il lui propose est ridicule, c'est pas le cachet parce que c'est un grand acteur de théâtre. Ouais. Il a dit, je vous le fais gratuitement. Donc il y a cette fameuse scène, mais il a toujours regretté, enfin je sais pas si c'était ironique ou non, mais il dit, mais on me réduit toujours à cette... Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. C'est Il a drôle. fait quand même une immense carrière, Jacques François. Pas pour reparler une fois de plus de mon père Francis Ford Coppola, mais il est magnifique dans Le Jouet aussi, en Blénac, où il est extraordinaire. Donc c'est un acteur qui marque tous les films dans lesquels il passe et il est exceptionnel. Il y a un truc qui marque aussi les comédies françaises, j'ai remarqué, Alistair, peut-être que tu l'as remarqué aussi, c'est les dentistes. Oui, mais oui. On voit ça dans La Boum, on voit ça dans Rabbi Jacob, c'est un métier comique. Suzy Delair. Sauf Laurence Olivier dans Marathon Man. Ah Il est oui, pas très c'est un drôle. peu moins, effectivement. Et qu'est-ce que t'as dit C'est d'autre sans comme danger. film? Il y a Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, La Boum, Les Visiteurs. Les Visiteurs. Ouais, oui, ouais. Les Visiteurs. Mais non, ça ne peut pas faire mal, j'ai tué le nerf. Jean-Pierre, viens 2 secondes. Et puis bon, on avait aussi, mais ça c'est la petite boutique des horreurs, où tu avais le personnage de Jack Nicholson qui faisait un... Non, mais il y a cette réplique géniale de masochiste. Clavier. Ouais. Il dit, au fond, c'est passionnant une dent. Non mais moi j'aurais aimé être là le jour où ils ont écrit ça. Parce que quand même, ils étaient là en train d'écrire les dialogues et à un moment donné, ils ont mis sur au fond, c'est passionnant une dent. Mais- Faut l'écrire, faut le Mais c'est trouver. fort, parce que tu vois, il n'y a pas d'argot, il n'y a pas de référence pop culture, c'est plat, et en même temps c'est extraordinairement drôle et intemporel du coup. Et le début de ce film, ça démarre mal déjà. Tiens, un synthé plaqué, et ça filme un buffet. La Tu comprends ? musique. Et la première scène, c'est une scène de psychanalyse en fait. Parce Ouais. qu'elle est psy, Marianne Chazelle, on ne sait pas. Et quand il dîne avec elle, elle encourage à aller se taper son ex, quoi. Ouais. C'est assez drôle. J'étais un peu déçu qu'il ne touche pas à ces merveilleux desserts. On sait pas où c'est là, c'est chez Angelina. J'aime bien ou- quand les acteurs mangent. T'as vu Constantin dans Il était une fois un flic qui s'envoie 2 éclairs de suite. Là, personne ne touche à ce buffet magnifique de Afternoon Tea et Ouais, j'étais il laisse très son déçu. flanc, ouais. finalement. J'ai failli Il arrêter le mange film. À quoi ça tient? Et ça commence, alors ça c'est pour parler un peu de la subtilité et de la complexité. Ça commence par un flashback après cette
Et il y a un court flashback, c'est-à-dire un court flashback dans le temps. Ouais. Et après, on revient encore. Il y a beaucoup de. On saute, effectivement. Il joue avec la temporalité. C'est fantastique. Et il brise le 4e mur. Alors là, j'interviens parce que notre meilleur ami, Jean-Michel Thuillier, qui a toujours eu un peu tendance à compliquer tout, se laisse déborder par son enthousiasme. C'est-à-dire qu'il s'adresse ici directement à la caméra. On a ça effectivement à la fin de Goodfellas, à la fin où Ray Liotta se tourne vers la caméra, ou à la fin de Ferris Bueller aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Après le générique, il se tourne vers le spectateur et dit allez-y, c'est fini, rentrez chez vous maintenant. Et quand on parlait tout à l'heure de ce qu'ils sont devenus, ça fait un peu écho à la scène du film de Sauté, Vincent François Paul et les autres, tu sais, cette fameuse scène du gigot, où Piccoli et Reggiani racontent un petit peu tout ce qu'ils sont devenus, et je trouve que ça fait écho à ce film-là. Ouais. La voix off est magnifique. D'abord, on réalise que Clavier a une voix sublime. À cause d'un passé mal digéré, j'étais en train de mettre en danger mon présent. Car il faut bien reconnaître que depuis le concert de Bernadette, je me sentais bizarre, comme submergé par trop de souvenirs désordonnés. À la fois grave, beaucoup d'intonation, il fait passer beaucoup de choses dans cette voix off. Alors moi j'ai longtemps cru, je sais pas pourquoi, que les voix off dans les films c'était quelque chose qu'on rajoutait à la fin quand on pensait que le film était raté et qu'il fallait... Voilà. Là, je crois que c'était prévu dès le départ, qu'il y avait vraiment une intention de narration complètement assumé avec cette espèce de personnage supplémentaire qui est le narrateur. Et moi, je trouve que ça donne un charme. Magnifique. Tu parlais de l'éléphant, effectivement, on ne peut pas ne pas penser à l'éléphant. Ouais, moi, je pensais immédiatement à ça. Surtout parfois, ça... Alors, en effet, ça a dû être préparé, mais parfois, il parle sur les dialogues du film un peu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de extrêmement sophistiqué. Quand ils sont au concert, quand ils sont à l'Olympia, là, mal placés, ils parlent entre eux et l'autre, il continue à parler dessus sur eux. Donc, c'est bien maîtrisé. C'est musical également aussi. Le son est meilleur en haut, et ça date de quand, cette connerie? Une vive appréhension commençait à me gagner parce qu'on ne pouvait jamais sortir en groupe sans que les vannes fusent et qu'un ton stupidement ironique soit de rigueur. Et je n'avais vraiment pas envie que cette soirée-là soit gâchée. Il trouve des places de merde et il fait le son est meilleur au fond. Depuis quand ils s'assoient simultanément, ils ont la barre de fer face à eux. Et à l'Olympia, il y a cette tournure de phrase moche qui est magnifique. Il dit, parce qu'il les présente tous un par un, et en fait c'est le moment où ils entrent dans l'Olympia. Vous vous demandez certainement pourquoi j'ai autant de meilleurs amis. Eh bien tout simplement parce que ce sont vraiment mes meilleurs amis. C'est moche, c'est mal écrit, mais c'est beau. À chaque fois, ça vient du cœur. Mais quand je dis c'est moche, c'est pas comme un très beau texte poétique. Ce que je veux dire, c'est que c'est simple, ça claque, et c'est beau parce que c'est un truc qu'on dirait dans la vraie vie. Et moi, ça me touche à chaque fois cette phrase. Et ça tombe bien. C'est là où c'est bien écrit. C'est un film très très écrit, quoi. Après, on pourra parler du futur Clavier, Poiret, enfin de ce qu'ils sont devenus après. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, j'ai revu Les Visiteurs il y a pas longtemps. C'est quand même très écrit. Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Là, c'est très écrit, voire parfois trop écrit, voire trop bavard. Bruce disait que c'était un film qui parlait beaucoup. C'est vrai que moi j'ai vu au début 1h46, je pensais dans ma tête c'était 1h30 plutôt. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe pendant 1h46? Surtout pour un format de comédie entre guillemets. Et en fait ça n'arrête pas de parler. En groupe, à 2, à 3, à 4, en plus dans un espèce de... C'est un côté Woody Allen presque par moment. Oui, et de pièces de théâtre parfois. Parce qu'il y a une unité d'espace et de temps. C'est dans le même lieu, un week-end. Et t'es obligé de, même si c'est dans des pièces différentes et tout ça, ça parle beaucoup. Mais alors, je peux maintenant vous dire que j'ai parlé à Jean-Marie Poiret pour préparer cette émission. Voilà. C'est à la hauteur du salaire qui est le mien. J'essaye quand même de justifier. Parce que vous n'êtes pas payé, vous? Pardon. Et il m'a dit ce truc génial. Il m'a dit, je trouve le film trop bavard. Et il me dit, si je pouvais, je le remonterais. Je couperais des trucs. Je couperais. Et ça, c'est le truc du mec de comédie. C'est comme ton père. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont obsédés par le rythme. 85 minutes. Et d'un seul coup. Voilà. Et là, c'est vrai qu'en regardant à nouveau le film hier soir, pour la 117e fois, c'est vrai, il y a la scène du dîner, il y a une scène de dîner à un moment donné où tout le monde se retrouve dans la maison de campagne. C'est long, il y a des choses qu'on pourrait enlever, qui sont voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme du film, c'est ça qui est particulier. Mais on parlait de Clavier, je voudrais revenir un peu sur lui, et on a fait Je vais craquer. C'est une extension un peu de son personnage avec cette espèce de frustration sexuelle qu'il a par rapport au personnage de Louis Portal avec qui il n'a pas pu coucher. Et la voix off aussi, il y a un truc. C'est un peu la même couleur de personnage aussi. Tout à fait. Tellement bien, c'est extraordinaire. Je déserte rien. J'ai annulé une émission Beatles en promotion parce que j'ai simplement crevé. J'ai besoin d'un break.
Et vous connaissiez Louise Portal, elle a fait quelque chose ensuite ou... Non, elle est sorte de... J'avais jamais entendu parler. Le nom qu'ils lui ont donné, alors, peut-être que je sais pas si quand tu es fan d'un film, tu essaies de trouver des petits trucs. Bon, Merlin, le grand Bois. Ouais. J'ai pensé à Charles Bois. Ouais. Le grand Charles. Ouais. J'ai imaginé un truc comme ça, je sais pas pourquoi, mais... Pas mal, le grand Bois, Charles Bois, il y a quelque chose. Je crois qu'elle a fait une carrière à Montréal, au Canada. Le rôle que fait Didier Pin, il le fait très bien. Ouais, il fait bien l'accent. Lou Bill Baker, l'impresario. Il est monstrueux. Lou Bill, j'ai pas de back voice, je m'entends pas. Mais la façon dont il les déglingue un par un. Ouais. Tu m'as pas bien compris, là. Je parle de toi, pas du groupe. Je sais que c'est affreux sentimentalement, mais ton chanteur, là, c'est une énorme couille. Il a raison, il est dans la... Ouais. C'est un producteur, donc le mec il dit la vérité. Les mecs sont persuadés d'être les nouveaux Jimi Hendrix. Et j'adore cette façon de voir les choses. Et puis Daroussin, dans son personnage lunaire, qui était là, il disait, je vous aurais pas quitté. C'est... C'est la phrase du film. Je voulais poser la question à Bruce, toi qui as dû faire une école de journalisme. J'ai pas fait la meilleure. Parlons-en rapidement. Dans ce genre de promotion où c'est comme les acteurs, on reviendra dessus tout à l'heure. C'est des acteurs qui réussissent et d'autres non. Est-ce que tu as des amitiés qui se perdent justement par rapport à la réussite d'un, ou c'est des gens qui vont plutôt parce que c'est un peu ce que pose le film, la réussite de cette chanteuse, là où les autres ont fait une carrière ailleurs. Non, ça c'est très. Est-ce que tu as ressenti ce genre de choses? Bien sûr. Moi, je pense même que c'est valable dans tous les métiers. Mais ce qui est affreux, c'est quand on se retrouve à être en rivalité avec des gens qu'on aime bien, voir des gens qu'on adore, dont on est très proche, et malheureusement, on est obligé d'être battu ou de battre celui qu'on apprécie. C'est difficile, mais ce sont des choses qui malheureusement se produisent. Et on voit aussi, alors ça c'est maintenant que j'ai un âge très avancé, je peux le dire, on voit des gens qui en début de carrière sont assez prometteurs, etc., et qui disparaissent complètement. Ouais. Et puis des gens sur qui on n'aurait pas misé un copec qui d'un seul coup émergent. Ah oui, moi j'en ai vu, j'ai plein d'exemples de gens, mais c'est vrai, et moi des gens qui m'impressionnaient quand j'avais 25 ans, qui aujourd'hui, dont tout le monde a oublié le nom. Ouais, mais c'est vrai que ça pose ça, et moi je trouve qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'enfance dans ce film qui me plaît beaucoup. Et en fait, quand vous regardez, quand ils se parlent entre eux, ce sont des enfants. Ouais. Des ados qui se parlent. Il y a un moment très drôle qui illustre ça, c'est quand ils rentrent tous après, ils sont partis à Saint-Malo, etc. Et elle est complètement bourrée, etc. Il la dépose sur le lit, et il y a Bakri qui dit à Clavier qui est toujours un peu amoureux d'elle, de la fille, il dit t'aurais dû venir. Non, c'est Lanvin qui lui dit t'aurais dû venir, elle est encore sacrément gaulée et tout ça. Et là, il est là, il fait vous faites chier, tout ça, comme un môme à qui on aurait dit je t'ai piqué un bonbon ou quelque chose. Il y a quelque chose comme ça de très ils sont restés, ils ont changé, ils sont devenus des quadras, mais au fond d'eux, c'est encore des mômes. Et comme tu dis tout à l'heure, ils se connaissent tellement qu'ils anticipent, comme dit Bruce tout à l'heure, il fait Antoine Varier, il va râler, il râle, et ils tiennent même plus compte de ce que l'autre dit. C'est-à-dire que lorsque tu as Daroussin qui arrive, qui dit la sauce, je la fais à l'huile de noix ou au citron. Bakri même pas le gars, fait comme tu veux, gars. Et puis continue sa discussion, tu vois. Et je trouve, très bien observé. C'est très bien visé, bien sûr. Ouais. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit eux qui se jouent jeunes aussi, quand ils sont dans ces flashbacks, quand ils ça c'est formidable, quand les acteurs se jouent eux-mêmes jeunes. Chaque voleur est un prisonnier politique. Libérez Billy the Kid. Et j'aime beaucoup les paroles quand ils disent aussi libérer Billy the Kid. D'où ça sort, ça? C'est complètement fou, quoi. Tu te rends compte qu'ils sont... Libérer Ho Chi Minh. Oui, tout est absurde. Les paroles Jackie, sur le nerf de bœuf, il y a des voyous. Les paroles sont écrites par Jean-Marie Poiret. Elles sont extraordinaires. Et la musique, alors je me rappelle plus de son nom, mais c'est un compositeur qui a fait un one shot, c'est ça, quoi. Bernard Mogla, ou je sais pas, j'ai pas regardé. C'est fou, mais j'adore Corsan avec sa flûte traversière. Qui devrait avaler, comme dirait Didier Pin. Faut qu'il l'avale. Et là, et Corsan dit, c'est Lou Bill Baker, c'est qui joue bien de la flûte traversière. Moi, je veux bien devenir sélectionneur de l'équipe de France de football. Avec une mauvaise foi absolue. Et Corsan, il élève le truc. Pourtant, c'est lui qui est le plus en retrait. Là. Mais chaque scène, ça sonne juste. Et puis, je voudrais parler un tout petit peu, parce qu'on s'intéresse beaucoup au poil dans l'émission, de la coiffure de Corsan. Tu as vu, il a ce qu'on appelle une molette, tu sais, où en Amérique, ils disent c'est business devant et partie derrière, la fête derrière, si tu veux. Et aussi bien Daroussin que lui ont cette coiffure étonnante.
Et ils n'ont pas du tout peur d'être ridicules. Les acteurs ont quand même une vanité en général et eux abandonnent ça complètement et se font des têtes insensées, quoi. Bon, c'était un peu à la mode, c'était un peu la caricature du pubard. Il n'est pas pubard dans le film, il est metteur en scène de théâtre, mais c'était un peu la caricature de l'époque. Avec la queue de cheval. Avec une espèce de queue de cheval. Ouais. Mais serre-la avec émotion, nom de Dieu. Elle te dégoûte ou quoi? Moi, je sais pas. Étouffe-la, carrément. Ce qui va basculer dans la carrière de Bacri aussi, c'est quand on voit off, il dit Guido est parti faire les Beaux-Arts à Rome. Ouais. C'est sûrement là que sa sexualité va changer, il va s'orienter vers les hommes. Ça, ouais. Et tu vois ces films un peu psychédéliques, et t'as l'impression de voir un peu des films de Pasolini. Ils se branlent mutuellement, mon vieux, et c'est Manuela qui filme. C'est pour rire, c'est du cinéma. C'est des trucs qu'a vécu Poiré. Et Poiré a fait des films Super 8 là-dessus. À cette époque-là, il en a parlé. Donc c'est quelque chose c'est du vécu dans leur. Ah ouais, donc c'est très drôle. C'est un film assez leur réaction face à l'homosexualité de Bacri, et le fait que Bacri n'a pas eu de sexe depuis 1983. J'ai pas baisé depuis 83. Tu comprends? Au prix d'une volonté d'acier. Le côté musical, c'est Poiré, et théâtral, c'est Clavier. Ah, c'est ça, ouais. Non, c'est étonnant. J'étais frappé à quel point Lanvin est costaud, parce que quand il porte Bernadette, c'est très compliqué de porter quelqu'un au cinéma et de faire ça sur plusieurs prises, et il le fait vraiment. T'as vu, ça se voit qu'il est baraque quand même. Dans Marche à l'ombre, dans Les Spécialistes, ouais, tu sens. D'ailleurs, on sent que dans cette scène où ils sont dans le lit tous les deux, il y a un gros clin d'œil à Marche à l'ombre quand elle est défoncée, quoi. C'est toi, François? T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Mais si vous aviez vu mon documentaire Belmondo l'influenceur, vous le sauriez. Ah, de quoi? Parce que c'est Jean-Paul qui a donné le conseil à Lanvin, parce que Laudner les présente. Et c'était tout des moments du professionnel. Hein, et Lanvin va voir tout timidement Jean-Paul. Et il dit: tiens, toi, je t'ai vu dans Le choix des armes. Il fait: oui. Il fait: tu prends des claques dans la gueule? Ouais, il fait: dans le cinéma, les claques, il faut les donner, il faut pas les prendre. Et Gérard dit: je suis allé à la salle, j'ai changé le volume, j'ai changé de rôle. Bon conseil, ouais. Mais on entend We Love You des Stones, une chanson que j'adore. Ça aussi, aujourd'hui, tu pourrais pas avoir. Ah non, c'est pas possible. Absolument impossible. Bah, je sais pas ce qui s'est passé à l'époque. T'es en 89, c'est juste avant que ça n'explose. Ouais. Mais il n'y avait pas Internet ni rien, donc il y avait peut-être plus de. Ouais, parce que je te dis, littéralement, mais c'est des prix maintenant. De Led Zeppelin maintenant, c'est $1 million pour quelques minutes. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons. Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un film qui est pas très diffusé, qui est pas très C'est ce qui donne son côté culte aussi. Remasterisé, et ça doit être déjà rien que 3 titres comme ça, c'est une somme monumentale à remettre dans les machins. C'est la télé pourtant qui lui a donné, mais de façon d'abord un peu confidentielle. On pourrait me raconter que il y a eu une diff sur Paris Première. Et un jour, quelqu'un lui a dit: t'as vu, ton film est passé sur Paris Première, et ça a fait, je sais pas combien, parce que les chiffres, il y a 20 ans, rien à voir. Et genre, c'était le record, ils avaient jamais. Donc, ils avaient acheté ça à une bouchée de pain. Ouais. Et c'est comme ça aussi que le film a redémarré et que la télé a fini par s'y intéresser. Sauf que, quand il a fini par passer sur France 2, ça a été un bide. C'est marrant. Hein. Donc, et la dernière fois que moi je l'ai vu passer, c'était sur Gulli. Hein. Enfin, j'ai rien contre Gulli. Et si des amis de Gulli nous écoutent, il n'y a aucun problème. Mais j'ai halluciné, quoi. Ouais. Donc, on parle quand même. Je sais même pas ce que c'est Gulli. C'est la chaîne des mômes. Ah, waouh. À 20h30 sur Gulli, alors qu'il y a quand même on voit des fesses, on voit un sexe masculin. Fettuccino. Mais oui. Fettuccino. Sur Gulli, quoi. Il est sur scène, Fettuccino, quand il danse, et sur les strates. Ah, c'est un sketch hallucinant. Et en revoyant le film hier, alors peut-être c'est dans mon imagination, cette scène finale avec la chanson de Joe Cooker qui fait penser forcément à Woodstock. With a little... Quand tu les vois se lever avec cette Louma derrière, on dirait qu'ils partent sur scène. Ouais. Tu vois, ils vont quelque part comme s'ils allaient. Ça fait penser à Woodstock forcément. Et cette Louma qui se lève, on voit le jardin, et puis ils partent tous ensemble comme s'ils arrivaient sur scène. De leur carrière ratée. C'est vrai, mais Poiré a été hippie alors en fait. Ah bah oui, The Frenchies, donc il y a des vidéos qui existent. Wow. Alors c'est pas hippie. Non, c'est pas hippie, c'est un peu plus, pour être précis, c'est un peu plus glam rock. C'est glam rock. Les Frenchies, c'est glam rock, c'est genre T-Rex. Ouais, T-Rex, Bowie, New York Dolls, c'est tout très New York Dolls. Ou Nicolas Cage dans Long Legs pour les fans. New York Dolls, exactement. Et c'est vrai que alors il y a des vidéos sur YouTube qui sont, alors bon, c'est difficile de pas rire, faut être honnête, avec tout le respect qu'on peut avoir
savoir pour cette époque et pour ces musiciens. Mais c'est vrai que ils étaient très énervés quand même à l'époque. Et effectivement, on reconnaît, il y a des choses, quand on voit les vraies vidéos, il suffit de taper The Frenchies sur YouTube, et on voit des choses qui sont vraiment, qu'on retrouve dans le film. Et il y a ce même engagement politique aussi Non, c'est c'était drogué. Mais je me demande s'il joue pas dans quelques messieurs trop tranquilles, Jeff. Il n'y a pas une scène avec les Frenchies dans une boîte? C'est possible. Pas dans un autre film de Lautner? Il y a toute cette musique psyché en tous les cas. Comme une rose tatouée, je veux t'imprimer ma marque. N'aie pas peur, ça ne te fera pas mal. Pas de problème, peut-être. Peut-être, je sais plus. Ouais, c'est sûrement un film de. C'est vrai, mais ils avaient eu un petit peu de succès avec The Frenchies. Ça commençait à prendre à l'époque ou ça, je sais pas. Ça, ouais. je sais pas. Non, mais ils ont été signés chez un gros label qui était Pathé Marconi à l'époque. Ouais. Et enfin, c'est pas Poiret qui a posé problème, c'est que c'était des shootés, quoi, les musiciens. Ouais. Et ça s'est vite effondré. Chrissy Hynde a pris la Comme place. Kinopod. Je pense que c'est la référence. Non, mais il y avait donc ça c'était The Frenchies, c'était un nom plutôt sympa, parce que dans le film, donc tu as cité gangrène plastique et les Gaulois éclatés. Non, réfractaires. Ça, c'est le premier les groupe Gaulois qui éclatés. sont... Ah, les Gaulois éclatés, il me semble. Ah, voilà. Qui est la première. Les Gaulois réfractaires, c'est Emmanuel Macron. Ah oui, c'est ça. Dans cette rue d'ailleurs. Mais les Gaulois réfractaires. C'est la nouvelle version. Pardon, il y a des macronistes à la table, mais restez calmes, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ah, c'est les Gaulois éclatés. C'est la première. Ça, c'est la première. Tu vois. Là, c'est pas les comédiens qui jouent, c'est des. Oui, c'est ça. Ils ont pris des jeunes gens. Alors que j'aurais préféré que ce soit aussi eux. Tu sais, quand tu veux. Je sais pas quand tu. Ils ont 14 ans. Oui, mais dans Marie à tout prix, tu as Ben Stiller qui se joue à 14 ans avec une perruque. Et c'est très très drôle. C'est un choix de gag, ouais. Maman, Denis est dans ma chambre avec une dame. Tu parles des enfants du film. Le jeune comédien qui joue le fils de Gérard Lanvin, qui a 8 ans dans le film, Yann Zenou, est devenu un producteur très célèbre. Il a produit Intouchable. Ah ouais, il a fait tous les films de Nakache Toledano, donc Samba, Le sens de la fête, L'Arnaqueur, il a fait avec Romain Duris. Et voilà, donc il a quand même fait 20 millions avec... moi, il y a un truc que j'adore chez ce môme, c'est vers la fin, quand la femme de Lanvin revient, machin... Oh bah dis donc maman, quel souk. Ils ont fait une orgie ou quoi? Ils arrivent, la maison est en bordel, et lui... Mais ils sont combien dans cette turne? Le môme, il dit, ils sont combien dans cette turne? C'est-à-dire le mot turne, déjà, même si c'était Clavier qui le disait, ça serait très suranné, mais qu'un gamin de 8 ans dise ça, en plus il le dit genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il dit aussi, oui, maman était énervée à cause de ta copine, la chanteuse belge. Ça sort d'où? C'est extraordinaire. Et tu as vu, au mur, il y a des photos de Lanvin dans Les Spécialistes. Ah bon? Ouais, avec sa veste rouge. Waouh. Eh oui. Incroyable, mais il a une casquette étonnante dans les années 70, on dirait une... Il les a toujours, ces casquettes. On dirait un personnage du Muppet Show, carrément. Excuse-moi, je te fais peur. Et alors, faudrait parler un peu de Bacri quand même. Ah oui. Tu penses le faire ou pas? Non, c'est maintenant. Ah bon? Non, parce que déjà, il joue le rôle donc d'un homosexuel, un peu comme Brasseur dans Un éléphant. Très juste. Ou Giraudot dans Le Grand Pardon, c'est-à-dire que c'est subtil. Voilà, c'est subtil. Et ça, c'est très intéressant. Et surtout qu'apparemment, ça a posé des problèmes sur le tournage, parce que Poiret voulait plus un truc show-off, et que Bacri voulait pas. Et surtout, Poiret a fait l'erreur de ne pas prendre Bacri à part et de lui expliquer. Il lui a dit en face de toute l'équipe. Et Bacri, des années après, continue à lui en vouloir d'avoir fait ça. De l'avoir dit devant tout le monde, quoi. Alors le truc qui s'est aussi passé, dont tu fais bien de soulever ce problème-là, c'est que dans les lectures, ça lui convenait à Paris, mais sur le tournage, ça ne lui convenait pas. Et il y a quelques scènes où Bacri a forcé le trait volontairement. Il les a filmés et les a mis dans le film. Tu sais, quand à un moment donné, on le voit faire... c'était pas prévu, il les a mis dans le film. Autour de la cuisine, là. Et le problème, c'est que Poiret s'en est excusé de s'en être pris à lui. Il s'en excuse en livre, il s'en excuse en interview. Et un jour où il y a au JT, il y a Bacri qui est invité et on demande à Poiret de faire une interview par rapport à... Il dit c'est pour parler du... Et lorsque Poiret fait cette interview, il s'excuse de ce qui s'est passé. Et lorsque l'image revient sur Bacri, il a les larmes aux yeux. Waouh. Parce que je crois que ça a été quand même très douloureux. Et le seul qui a pris la défense de Bacri ce soir-là, c'est Lanvin. Et après, ils sont liés d'amitié. Juste, pardon, ce qui est génial, les acteurs, les réalisateurs. Donc,
cette histoire est entrée dans la légende du cinéma français. C'est-à-dire que maintenant, on sait que Bacri, ça s'est mal passé, que ça l'a énormément ému. Etc. Très bien. Poiret s'excuse officiellement. Je lui dis hier au téléphone, mais enfin, Jean-Marie, pourquoi vous avez été si méchant avec lui, si dur. Et donc là, je m'attends à ce qu'il me dise un truc, je sais pas, j'ai merdé. Et là, il me dit, oui, mais quand même, Bacri, vous n'avez pas le boulot que je lui demandais, etc. C'est incroyable. Parce que le réalisateur, malgré tout, il a son idée. Au compte, moi, j'en veux pas d'ailleurs de penser ça. Je trouve que ça montre aussi que, voilà, quand on fait un film, on a une idée, on a une envie et on veut que l'acteur il fasse une vision, mais c'est une vision. Et donc, et c'est vrai que évidemment, il regrette sincèrement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les mots et je pense le fait de l'avoir fait très publiquement. Mais au fond de lui, Poiret estime que Bacri aurait dû faire autre chose. Alors qu'il est exceptionnel justement dans la subtilité. Oui, c'est un des personnages les plus forts, les plus riches. Le fait qu'il ait tout balancé sur le sport, justement, avec renoncer à la sexualité pour faire du sport, tu sais. Ouais, exactement. C'est assez marrant ce truc avec le vélo. Là. Et c'est surtout lui qui a, à la fin, pour ceux je vais spoiler, mais ceux qui, bon, j'ai déjà dit, ils regardent pas ce truc, mais c'est lui à la fin qui sort la phrase qui tue à Daroussin en disant, il essaye de le défendre en même temps, c'est là où c'est hyper subtil toujours. Il essaye de le défendre en disant, mais vous voyez, c'est à cause d'elle qu'il a tout raté. À cause d'elle, il a tout raté. Je mens? Pourquoi? Tu penses que je suis un raté? Il lui dit comme ça. Et Daroussin fait non, pas du tout. Moi, j'ai pas raté. Je n'aurais pas signé ce contrat de toute façon, qui est bouleversant. Il y a une émotion. C'est toujours le clown qui joue du violon après avoir fait rire. Et on a ce passage du rire aux larmes qui est magnifique. Il y a un truc que j'aime énormément, c'est dans les répliques, c'est ça s'est terminé à coups de fourche aussi. Tu sais, je disais, il y a une petite phrase que j'ai citée tout à l'heure. Que le serveur, tu sais, quand ils se battent. Bon, Jackie, sur le nerf de bœuf, il y a des voyous. Là, pas d'agressivité, l'ami. Tu as affaire au garçon qui a le karma le plus cool qu'on puisse rencontrer. Tu te rends pas bien compte? Et là, Lanvin, il se lève et lui met un coup de boule. Après l'avoir copieusement étranglé, Richard lui avait flanqué un de ses fameux coups de boule. Peace and love. Et quand il dit ton petit vin, il se boit comme de la bière, t'es gentil, de la bière, il y en a bien le frigo, Saint-Émilion 71. Mais c'est ça d'ailleurs qui est resté. Si le film est devenu culte, au-delà de l'affection qu'on peut avoir pour cette histoire, pour ses acteurs, etc., c'est aussi les répliques. Moi, je crois beaucoup à ça. Et il y a beaucoup de répliques comme ça qui sont entrées. Il y a beaucoup de gens qui les citent. Je me fais un sandwich et je m'isole. Des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est marrant parce que c'est des toutes petites choses. C'est pas des dialogues. Enfin, c'est pas la tirade de Cyrano, non, mais c'est des toutes petites choses qui mettent du comique à un moment donné et qui ont ensuite et qui sont très splendides, justement. C'était de l'école des splendides et des bronzés où tu avais des répliques comme ça qui restaient je pense cultes. qu'un film culte, il doit pas avoir de succès à la rigueur. Ça dépend, parce que c'est une définition élastique. Il t'appartient, tu as envie de le partager des fois avec des potes, mais c'est pas culte comme les tontons flingueurs dont tout le monde connaît les répliques, tu vois, parce qu'il a un côté où il a eu beaucoup moins de... Mais moi j'ai un ami qui a travaillé sur le film et je lui ai demandé quel est accessoirement quel est l'endroit où tu as eu le plus peur sur un tournage, tout d'un coup dans la rue ou quand tu tournais. Il m'a dit 2 films, Les Frères Pétard, parce qu'ils tournaient au Hall, il y avait des vrais dealers, et Mes meilleurs copains où ils étaient sur cette aire de routier, tu sais. Au moment où il va demander une capote au routier. Excusez-moi de vous déranger, vous avez des préservatifs? Pardon? C'était une vraie aire de routier, si tu veux, et tout d'un coup, les routiers se sont dit, mais on n'a pas de capote, qu'est-ce que vont dire nos femmes? Et ils ont commencé à se rebeller. Et il y avait 2 factions de routiers, par exemple, sur cette aire, qui étaient les uns contre les autres, et ça a terminé en baston général. Et Clavier s'était échappé en voiture, tellement ça avait dégénéré sur cette aire de routier, si tu veux. Il paraît qu'il y avait quand même que le tournage n'était pas simple, en effet. Notamment parce qu'il y avait un peu 2 clans. Et il y avait le clan des fumeurs de joint. Voilà. Et le clan de ceux qui... On peut avoir des noms, monsieur Toussaint? Les fumeurs de joint, c'était un certain Jean-Pierre Daroussin, Jean-Pierre B, un certain Jean-Pierre Bacri et un certain Gérard, peut-être. J'ai l'impression qu'on ne filme pas que des gitanes dans cette caravane. Voilà. Et donc ils étaient quand même... visiblement, ils forçaient un peu. Et en face, il y avait Clavier, les autres, Poiret, qui étaient un peu... voilà. Mais... ce qu'on mesure peut-être pas, c'est quand même pour Jean-Marie Poiret et pour Clavier aussi, ça a failli être fatal. Hein, ce truc. Du film. Parce que, comme le disait très justement Alistair, 360 000 entrées à l'époque, c'est rien. C'est pas un échec, c'est quasiment un rejet de ce film. Donc, on est en 1989. Bon, ils viennent d'avoir une décennie magnifique, mais Poiret derrière, c'est très compliqué. Il est ruiné.
il est ruiné parce qu'il a mis tout son pognon là-dedans. Ouais. Clavier, il galère. Il pouvait pas payer son loyer. Donc ils sont vraiment dans une situation très difficile à cause de l'échec de ce film. Poiré dit dans l'interview qu'il a donné à Schnock, numéro 5, qu'il peut pas manger. Bah, il exagère. Ouais. Mais il est dans la merde financièrement après ce film-là. C'est fou. Vodka. Et ça picole beaucoup aussi, faut le dire. J'ai dit quelque chose d'idiot, mais je crois que c'est le punch que monsieur m'a servi. Ouais. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça passe pas. Ça passe plus, très juste. Ça picole énormément. Et des punchs, pas des bières, c'est des punchs, des vins, des cocktails. Ouais, c'est vrai. Le mélange cuirasse au joint. Et ça fume, effectivement. Et en pleine journée, il y a un moment, Clavier, qui en pleine journée demande à Louise Portel si elle veut pas un bourbon. Il est 11h du matin. Il y a une très belle scène où Bakri parle à ce jeune maquilleur qui a le Walkman sur les oreilles. Remarque, t'es beau, hein. C'est vrai que t'es con, mais t'es joli, hein. Ça c'est indéniable. Ouais. C'est très émouvant, ça, tout d'un coup. Quand il entend pas être c'est très 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 bien écrit, et tout d'un coup, tu as le cœur serré, alors que t'étais mort de rire l'instant d'avant avec Lanvin et Bernadette, c'est quand même... Ce mélange de tons se fait magnifiquement, comme dans Nous sommes tant aimés. Quand les années SIDA sont arrivées, quand tu sais qu'il y a sur une bouteille de Bordeaux sur disque, et il dit je blesse plus depuis 83. Boum, comme ça c'est... Il y a un truc qui est très drôle aussi, c'est quand la jeune femme, l'actrice qui jouait, donc la femme de Belmondo dans Le Professionnel, Elisabeth Marconi, hurle en voyant Corsan. Fallait laisser tomber. Merci, excusez-moi. Comme si elle avait vu la créature de Frankenstein. Génial, j'adore cette scène. Il parle pas, il ressort. J'adore cette scène. Hurlement. Il vient de façon bienveillante, tu sais. Lui, il prend très très cher Corsan, parce qu'il y a cette scène magnifique au dîner où il se tourne vers la copine d'Elisabeth Marconi et lui dit je peux vous poser une question Qu'est-ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'avez vu? Sincèrement, rien. Je ne vous vexez pas, j'espère. Non, ça me coupe une jambe, mais j'ai l'habitude. Ça me coupe une jambe, mais j'ai l'habitude. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est bon. Ça, les grands, dans les grands second rôles. Souvent, on disait il n'y a plus de grands second rôles. Corsan en était un. Ouais. Et Clavier qui écrit aussi, comme dans Je vais craquer. Dis donc, dans ton bouquin, là, mon personnage, c'est un vrai con, hein. Et qui, justement, a décrit tous ses amis dans son livre ou dans sa pièce de théâtre. Et en particulier Corsan qui se reconnaît de façon horrifiée. C'est bien mené, ça très, aussi. Très bien fait, ouais. Quand tu changes de lieu, la couleur des cheveux, t'as l'impression qu'on se reconnaît pas. Corsan est très méprisant, parce Corsan, il a un rôle très étrange, parce qu'il est à la fois donc cette espèce de théâtreux, ultra perché, et en même temps donc il râle contre tout, contre les prix, etc. Et puis il prend le truc, roman Jean-Michel Duvet, qu'est-ce que c'est que cette connerie, mais avec un crevement antipathique. Mais c'est son meilleur pote, quoi. Mais vraiment comme s'il y avait que lui qui pouvait. Et d'ailleurs on en connaît des comme ça. Hein. Dans ce personnage de théâtreux, il dit, il va voir, je crois que je sais plus qu'il va voir peut-être Bakri et lui dit, qu'est-ce que t'as pensé de mes pièces? Je te parle pas du Brecht à Avignon que tout le monde a adoré. C'est génial parce que là aussi, c'est vraiment une superbe caricature. C'est comme les de cet univers dans La Bonne Année. Absolument. On retrouve, absolument. Et il y a un truc génial aussi avec le personnage de Corso, c'est quand il pète les plombs à la fin et qu'il sort le fusil et qui dit donc à, je sais plus comment il s'appelle, l'homosexuel maquilleur là de machin, il lui dit toi petit, tu fais encore un pas, je tabac comme un chien. D'un seul coup, d'un seul coup, c'est le président de la Fédération française de chasse. Alors que 5 minutes avant, c'était le. Oui, ma chérie, je comprends. C'est extraordinaire. Ça. Non, la scène, c'est la scène, tu peux la mettre en boucle, je te jure, mais à chaque fois, tu restes. Tu rigoles. Et c'est pour ça que ce film est fou, parce qu'on alterne des moments de comique absolu, des moments très tendres, la scène dont tu parlais à l'instant, effectivement, avec le maquilleur où Bakri, a envie de séduire ce mec. Il y a des moments vraiment même, je trouve, graves, au sens de gravité, de sérieux, de solennité même, où on comprend que voilà, tout ça est fini, quoi, qu'il y a quelque chose, qu'ils ont perdu leur jeunesse, que finalement, tout ça leur a échappé, qu'ils sont un peu ridicules. C'est un drôle de film. Je comprends pourquoi il n'a pas marché, parce que je pense que c'est un film qui correspond pas on peut pas le mettre dans une case finalement. C'est vrai, et puis ce côté doux amer fait toujours un petit peu peur aux gens, en particulier pour la comédie. Et pour terminer, une dernière fois sur mon père, il a eu le même problème avec le jouet.
Bien Parce sûr. que les gens attendaient de voir Pierre Absolument. Richard en distrait, en grand blond, en personnage foncièrement comique, et ils sont arrivés avec une comédie sociale qui était un petit Très peu cruelle. très cruelle et très dure. Et les gens, ça n'a pas fait les entrées, ça n'a pas rencontré. C'est devenu aussi un culte avec le temps, mais il n'a pas rencontré le succès qu'il avait eu. Parce que les gens avant ou s'attendaient après. à voir un truc très tarte à la crème. Exactement. Bah, c'est Et peut-être ils ont- un peu ce qui s'est passé peut-être avec celui-là. Ouais, mais alors attends, juste un bémol, c'est le jouet, c'est pas 300 000 entrées à la sortie quand même. Non, Là, c'est vrai. 300 000 entrées, c'est une humiliation. Quoi. C'est On l'a vrai. déjà dit. Mais je le c'était répète. pas du tout les chiffres de Pierre Richard habituels. Poiré me disait que c'est très drôle d'ailleurs parce que ça dit aussi quelque chose peut-être de notre discussion aujourd'hui, c'est que le film marchait très bien sur les Champs-Élysées, marchait très bien à Saint-Germain, voilà, en fait vraiment dans un Paris, voilà, mais en banlieue c'était morne pleine, les salles étaient vides et pareil en région, et donc il y avait une espèce de cassure, et donc déjà en quelque sorte les prémices de ce côté culte qui arrivait avec cette césure incroyable d'un public qui était très différent suivant les lieux. Absolument. Pourtant, Avec c'est un une film. production Fechner, et Fechner à l'époque avec Lanvin il faisait des cartons. Ouais, mais un film à mon avis en avance sur son temps et qui finalement avec le temps a rencontré son public. Ouais. Et je voudrais juste te dire une chose, dans cette discussion que j'ai eue avec Jean-Marie Poiré, qui a été délicieux d'ailleurs, vraiment, j'ai adoré son livre au passage, je trouve que c'est un bouquin complètement... c'est des mémoires, mais complètement rock'n'roll pour le coup. Le rire est une fête. C'est les mémoires c'est The Frenchies, là. Hein. Il balance sur tout le monde, enfin c'est vraiment très drôle. Les meilleures mémoires. Et il me dit, je lui pose une question qui me vient comme ça naturellement, il n'y avait rien de très sophistiqué pourtant, je lui dis, est-ce que Clavier aime ce film ? Et il me dit... Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question et on ne s'en est jamais parlé de cette façon. On a reparlé du film 1000 fois, mais je ne lui ai jamais demandé. Et il m'a répondu, je crois qu'il doit détester ce film pour une raison, c'est qu'en réalité, Clavier n'est pas le personnage qui fait rire. Tous les effets comiques sont pour les autres, à commencer par Daroussin, évidemment, Corson, Lanvin. Mais Clavier... nous on le trouve génial, on l'adore, mais un acteur comme Clavier, il veut être le mec qui fait rire. C'est pas lui qui a cette fonction-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Très bonne analyse. C'est le narrateur du film, donc il fait un constat, c'est lui qui fait le constat. Mais c'est très bien observé, effectivement. Il n'a pas les effets, on rit pas sur lui, effectivement. Mais il est ça n'empêche pas qu'il est excellent. Mais il est génial. Exceptionnel. Mais est-ce qu'il aime ce film ? Bon, vu qu'il veut jamais, moi aussi j'ai essayé, mais il veut jamais répondre. Il parle jamais de ses films ? Bon, celui-là en particulier. Mais il dit pas grand chose de toute façon en général, enfin à part quand il donne une interview à Pascal Praud. De toute façon, la réponse à ça, c'est le film qu'ils font après tous les deux. Brouille-toi, mon Vicky chéri, on va rater l'avion. Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu ce monstre de ma vie. Qui est l'opération Corned Beef. Exactement. Qui est une espèce de... il tourne à 180 degrés le truc et Clavier refait le bouffon comme jamais il l'a fait et ça va entre guillemets empirer d'une certaine façon. Et puis marquer toute la suite de sa carrière, il n'aura plus jamais la subtilité. L'opération Corned Beef que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est très bonne comédie. C'est une espèce de revanche. Les mecs se disent bon attends, back to the basics. Ouais, c'est ça. Je jure que... C'est une queue. C'est une queue. On ressort l'artillerie lourde. Je sais même pas si ça avait marché Corned Beef je crois que c'est pas mal. En entrée, si. Je crois que c'est pas mal. Un gros succès. C'est pas les visiteurs, mais c'est un gros succès. Non, ça a pas mal marché quand même. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Mes meilleurs copains le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Moi, je pense que ce film doit continuer à exister. Je crois que Guillaume Canel aime beaucoup. Il en a parlé quand il a fait Les Petits Mouchoirs. Alors, je compare pas du tout les deux films parce que c'est vraiment très très différent. Mais il y a tellement peu de buddy movies. Je sais, Jean, que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Il y a tellement peu de buddy movies en France que on peut au moins saluer le travail de Guillaume Canel sur ce thème-là, sur cette. Après, on aime ou on n'aime pas film. On a aussi Marc Esposito samedi avec Le cœur des hommes, absolument. Moi, j'aime beaucoup Les Petits Mouchoirs par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui est devenu un marqueur. Alors, il n'est pas aussi populaire qu'un éléphant. C'est autre chose. Mais j'aime beaucoup ce qu'a dit Jeff. C'est en fait, on a envie de le garder pour soi, ce film. Donc, j'y suis très, très, très attaché. Absolument. Bien. Merci mes cinébuddies. I get by with a little help from my cinébuddies. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower
et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Avec chaque semaine, bien sûr, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Katia qui est pas contente parce que je me suis éloigné du micro. Katia comment, vous avez dit? Lazareva. Lazareva, d'accord. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff, Alistair, puis Bruce. Jeff Domenech, de toute façon, Jean Weber a viré à droite depuis qu'il podcast. Alistair, mais ils sont combien dans cette turne? Bruce Toussaint, attention, Karma et Karl Marx, ne pas confondre. Oui. Bravo. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Révolution. Et maintenant, parce qu'après, comme je le disais, un clown, après qu'il ait fait rire, il doit jouer du violon. A working class podcast is something to be. Très beau.